Bienvenue à vous. Vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Marie, 46 ans, qui souhaitait vous parler de ses PMA et de sa manière à elle de faire famille. Bonne écoute. Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Moi, je suis Marie. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu beaucoup de frères et sœurs. On est 7 enfants. Donc avec des parents très aimants, très bienveillants, très protecteurs et un couple très uni, très amoureux. Au niveau affectif, j'ai été très privilégiée, je pense. Je m'en suis rendu compte avec l'âge après. Au niveau matériel, c'était différent parce qu'il y avait que mon père qui travaillait. On habitait dans une banlieue nord, en fait. On avait une petite maison, on dormait à plusieurs dans les chambres, mais c'était un environnement très sain émotionnellement, très rassurant. Mon père et ma mère sont des gens très structurés, qui ont des principes. Ils sont très présents dans ma vie, et même encore aujourd'hui, quand j'ai des doutes, je leur en parle, et c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, c'est des taiseux, surtout mon père, mais voilà, quand il me donne un conseil, souvent ça éclaire ma vie, et, voilà, je les aime beaucoup. Donc moi, c'était ce modèle-là que je voulais reproduire. J'avais vu mes parents, un couple qui est très amoureux. Moi, je voulais aussi rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais des enfants. J'aurais bien voulu en avoir 4 au début. Et donc, pendant longtemps, je pense que j'ai cru à la relation idéale. Et j'ai compris très tard que je pourrais pas reproduire la relation de mes parents parce que c'était pas la même vie, c'était pas le même contexte. J'étais différente de ma mère, et j'avais pas eu la même vie, donc je ne pourrais pas avoir le même type de relation exactement que celui qu'entretenaient ma mère et mon père, qui sont un couple très fusionnel finalement. Je suis quelqu'un de très indépendant. Donc évidemment, c'est compliqué pour moi d'avoir une relation fusionnelle en étant quelqu'un de très indépendant. Mais ça, j'ai pas compris tout de suite. Donc j'ai fait des longues études parce que j'avais un enjeu qui était, je voulais réussir dans la vie. Je voulais vivre dans un bel appartement. Et mon rêve d'enfance, quand j'étais toute petite, c'était d'être J.R. Ewing. Donc je regardais Dallas et je pensais qu'il avait un bureau à New York. En fait, non, il avait pas un bureau à New York, il avait un bureau à Dallas. Mon rêve, c'était de me retrouver en haut d'une tour avec dans un bureau, et je serais chef. De je sais pas qui, mais je serais chef. Et donc voilà, j'ai continué mes études, je voulais en faire le plus possible. Parce que même si j'avais compris, je deviendrais pas J.R. Ewing, même si quand même je le gardais au fond de moi. Je me suis dit... Je voyais mon père qui était technicien, qui était parfois malmené par des directeurs. Et je me disais, moi je veux pas que qui que ce soit me donne des ordres ou soit injuste avec moi dans le milieu professionnel. C'est hors de question. Donc c'était une espèce de vengeance sociale qui m'animait. Au final, je suis sortie de l'école centrale et j'ai commencé à travailler. Et en même temps, il y a eu un accident de la vie, c'est-à-dire que ma mère a perdu son dernier enfant. Et c'est le moment où mon père a perdu aussi son travail, donc c'était un peu la totale. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, réfléchissons. Si mon père retrouve pas de travail et si ma mère a des difficultés pour se relever de cet accident, comment on va faire ? Il va falloir que je les aide évidemment. Et pour les aider, il faut que je trouve un travail qui me permette d'avoir un salaire fixe et de pouvoir avoir des horaires adaptables qui me permettent de récupérer mes frères et sœurs à l'école. Et je me suis dit, voilà, je vais devenir chercheur. Et tout ça fait que j'avais côté personnel, c'était un peu, j'avais un peu laissé tomber le côté vie privée finalement, parce que j'étais très occupée à tout ça. Et quand je suis revenue, j'avais déjà plus de 30 ans passés. Alors très concrètement, j'avais vraiment pas envie d'avoir d'enfants tout de suite. J'avais beaucoup vu mes frères et sœurs, j'ai adoré
rester avec eux, j'ai adoré m'occuper de mes petits frères et sœurs quand ils étaient petits, même si c'était ma mère qui faisait tout, mais voilà, je trouvais ça merveilleux d'avoir des bébés, rentrer à la maison quand on a 18 ans et voir son petit frère ou sa petite sœur qui a un petit bébé, un petit nourrisson, c'était incroyable. Que du bonheur. Sauf que pour moi-même, j'en avais pas envie parce que je l'avais vécu récemment et c'est comme si mes enfants finissaient par être adolescents et que là, j'allais pouvoir faire autre chose. Sauf que en fait, non, c'était pas mes enfants, c'était ceux de ma mère et que moi, j'en avais pas personnellement. Mais j'avais cette sensation d'avoir été comblée, même si c'était pas mes enfants. Et j'avais envie de penser un peu plus à moi. Mais le temps passe. Voilà, je commence à avoir 31, 32, 33. En même temps, j'ai vraiment pas envie. 34, 35. Et à un moment, je me dis, oula, je commence à lire des magazines qui nous expliquent qu'à partir de 35, ça commence à devenir compliqué. Donc, je commence à me dire, bon, ok, c'est pas que j'en ai envie tout de suite, mais c'est que le temps va passer. Et à un moment, je pourrai plus en avoir. Bah voilà, quand il vous reste que vous prenez conscience de ça, qu'il vous reste que quelques années, finalement, il faut trouver la bonne personne. Moi, j'avais un niveau d'exigence très élevé puisque je voulais ressembler un peu au couple de mes parents, en tout cas avoir la même passion. Et on trouve pas toujours ce qu'on veut. Les années ont passé, mais il en restait plus beaucoup. Et puis j'ai eu quelques relations et je me suis posé la question d'avoir des enfants. C'était pas le bon compagnon et c'est vrai que je regrette surtout pas parce que je pense que j'aurais beaucoup souffert parce que c'était pas du tout des hommes qui me convenaient et que moi je vois comme des bons pères. Donc heureusement que j'ai pas eu d'enfants avec ces hommes-là. Et j'avais beaucoup d'amis autour de moi, de copines qui étaient dans ma situation, qui avaient plus de 35 ans, 37, 38, et notamment une amie qui s'était séparée assez tard, vers 38 ans, et qui voulait absolument des enfants, et qui avait été dans une clinique en Espagne, à Eugine. Et elle avait fait ses jumeaux avec un ami qui était en couple avec un homme. Quand je regardais ça, je me disais, pourquoi pas ? Mais moi, je veux être avec un homme et avoir des enfants avec lui. Je suis dans un schéma classique. Et c'est ça que je veux. Et surtout, il y a quelque chose qui serait très difficile pour moi, c'est que moi, j'adore mon père et avoir un enfant et ne pas lui donner qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir un papa, c'est exclu pour moi. Donc le temps continue à passer. Et puis on commence à parler des ovaires congelés, la possibilité de congeler ses ovaires, et je me dis ses ovocytes, pardon. Et je me dis écoute, on va faire ça, on va congeler les ovocytes, c'est parfait. Une amie me conseille un médecin, et le médecin spécialiste de la fertilité me dit vous avez 37 ou 38 ans, c'est trop tard. On va pas vous congeler les ovocytes, ils sont trop vieux déjà, les ovocytes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de partir en Espagne, par exemple, ou ailleurs, et de faire un don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes si vous voulez être enceinte. Alors je sors de ce rendez-vous vraiment complètement dépitée, parce que je me dis, alors là, c'était pas du tout le plan, mais pas du tout. Mais je me dis, je vois des amis autour de moi qui ont de plus en plus de mal, notamment cette amie qui avait été à Eugine, qui n'arrivait pas à avoir ses enfants. Et je me suis dit, il va peut-être falloir réfléchir à ça très sérieusement. Mais je vais quand même me donner 1 an pour réfléchir, pour essayer de trouver quelqu'un. Peut-être qu'en 1 an, je vais trouver quelqu'un et ça va le faire et on va avoir des enfants. Donc pendant 1 an, j'ai rencontré quelques hommes avec qui ça l'a pas fait. Et puis j'en ai profité pour faire beaucoup d'analyses. Alors il se trouvait que j'avais de l'endométriose, j'ai une opération. Ensuite, il fallait quand même vérifier que les trompes étaient pas bouchées. Donc du coup, j'ai commencé à me faire des analyses par rapport à la fertilité. Le fait qu'il m'avait dit que mes ovocytes, c'était déjà trop tard. Alors j'ai quand même voulu aller regarder si j'en avais tout court, parce que j'avais des copines qui me disaient que elles en avaient plus du tout. Et donc j'ai fait tout un tas d'analyses et on m'a dit vous avez beaucoup d'ovocytes. Ça peut déjà fonctionner avec mes ovocytes. Je me disais c'est une petite consolation. Et donc effectivement j'avais beaucoup d'ovocytes, donc ça tombait bien. Et je me suis dit le fais pas tout de suite, donne-toi 1 an pour
pour réfléchir à tout ça, pour te projeter aussi, parce que c'était pas du tout le plan que t'avais prévu. Et donc pendant 1 an, j'ai réfléchi, j'observais beaucoup dans la rue les femmes avec leurs landaux. Parfois, là, j'imaginais leur vie. Je me disais, tiens, peut-être qu'elle est seule. Et parfois, je me disais, c'est triste quand même parce que la pauvre, elle est toute seule avec son bébé. Mais en même temps, elle a un bébé. Mais est-ce que je suis égoïste ? C'est pas un jouet, un bébé. Est-ce que je peux avoir un bébé toute seule ? Ce compagnon avec qui je m'étais séparée, il s'était mis avec une jeune femme un peu plus jeune et je m'étais dit, quelque part, c'est comme s'il avait décidé que moi, j'aurais pas le droit à la maternité parce qu'il me quitte à un moment un peu crucial. Peut-être que lui aura des enfants. Enfin, je le vivais comme ça en me disant, peut-être que lui me condamne à jamais avoir d'enfants. Et comme je suis assez, il faut pas me contrarier trop. J'ai un côté un peu, je sais pas comment dire, pugnace ou voilà, j'aime pas trop les injustices, ça m'énerve beaucoup. Je me suis dit, ça c'est une injustice. Pourquoi j'aurais pas le droit, moi, à la maternité ? Et au bout d'1 an, et j'avais une vie très sympa pendant cette année. Je vivais à Paris. J'avais plusieurs voisins qui avaient dans mes âges. On prenait des cafés tous les week-ends. On sortait ensemble. J'avais vraiment la belle vie. J'étais très très heureuse. Mais j'avais 38 ou 39 ans et je voulais avoir des enfants dans l'absolu. Donc, n'ayant rencontré personne, je me suis dit, on fait un dernier été en vacances avec les copains. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, allez hop, on y va. Cette réflexion, elle a abouti à cette question-là. Est-ce que tu préfères avoir essayé et ne pas y être arrivé ? Ou est-ce que tu préfères ne pas avoir tenté et assumer de pas en avoir ? Et je me suis dit, non, il y a un truc que je supporterais pas, parce que c'est pas moi, c'est de pas avoir essayé. Et à la limite, même si j'en ai pas, et qu'on me pose la question, je dirais, honnêtement, j'ai essayé, j'aurais voulu en avoir, mais j'ai pas réussi. 1 an après, donc je passais l'été, le mois d'août, et puis j'ai pris rendez-vous pour le mois de septembre, dans une clinique à Barcelone, où mon ami, qui entre-temps avait eu des jumeaux, avait été. J'ai fait un premier rendez-vous. Voilà, je suis revenue avec toute une série d'analyses, de traitements. Je me disais, bon, maintenant, comment je peux faire ? Parce que financièrement, j'ai pas les moyens de payer tout ça de ma poche. Donc, je suis allée voir un médecin de famille qui m'a prescrit tous les traitements. Et ceci grâce à des médecins qui ont une certaine ouverture d'esprit qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Sinon, j'en aurais pas. Parce que j'ai des amis à qui on a refusé. Et ce que je peux comprendre, aussi, je peux entendre ça, mais qu'on refuse, puisqu'à l'époque, c'était pas légal. Donc, je comprends aussi, mais moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur des personnes très ouvertes qui m'ont dit, nous, on te prescrit les examens. Et donc, je suis allée avec tous ces examens que j'ai envoyés parce que c'est hyper simple, en fait. On a l'impression que c'est très compliqué, mais alors, c'est une simplicité enfantine. On m'a dit, voilà, 1 mois avant, vous allez prendre ces hormones-là, et puis quand vous avez vos règles, vous nous appelez, et dans 5 jours, par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites cette piqûre, et le lendemain, il faut que vous soyez dans la clinique. Donc j'ai suivi tout le protocole. Je me suis retrouvée en Espagne, dans cette clinique. J'ai failli louper mon avion. Enfin, ça a été vraiment... Je suis arrivée en courant. Bon. Et on m'a fait cette insémination. C'est assez étonnant. Donc, je suis entrée dans la clinique. Ça ressemblait pas du tout à une clinique. Il y avait des fauteuils. C'était très confortable. On m'a demandé ma carte bleue. Et en échange de mon paiement, on m'a donné une petite fiole qui était dans un congélateur. Et on m'a dit, allez dans la salle suivante, il y a le médecin, qui m'avait pas l'air d'être des vrais médecins, mais enfin, je devais être quand même médecin, j'imagine. Voilà, on m'a mis un petit tuyau dans le vagin, on m'a inséré le produit, et puis tout le monde est parti, on m'a laissé sur un espèce de fauteuil, et on m'a dit, vous pourrez partir dans 10 minutes. Donc je suis restée allongée, et puis au bout d'un quart d'heure, personne venait, je me suis dit, je vais y aller. J'ai pris mes affaires, mon sac. J'ai eu du mal à trouver la sortie. J'ai demandé à quelqu'un, je peux partir. On m'a dit oui, vous pouvez partir. Et donc, je me suis retrouvée dans la rue. Et là, je me suis effondrée. Parce que je me suis dit, voilà, tout ça pour ça.
tous ces rêves pour en arriver là. Je me suis dit, ouais, c'est pathétique, et en même temps, j'avais pas le choix, et là, j'ai pas fait ce que je voulais. C'est une forme d'échec, mais je sais bien que je fais bien de faire ce que je fais, mais c'est vraiment pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment avoir une grossesse avec être entourée d'un compagnon qui soit content d'avoir un enfant avec moi, et là, je me retrouve sur un trottoir. On vient de me faire une insémination, c'est comme si j'étais une vache. Donc il y a un ami qui habitait à Barcelone qui est venu me chercher et il m'a dit allez, je t'emmène au resto. Donc on a été au resto et puis bon, j'ai dépassé tout ça et puis on a ri, on a bien mangé, on a passé un très bon moment. Il m'a raccompagné à l'aéroport. Et évidemment, moi j'avais vu plusieurs amis autour de moi essayer d'avoir des enfants par insémination et ça marchait jamais du premier coup. J'en avais même mon amie qui avait fait 3 FIV, ça avait réussi au bout de la 3e, mais avant elle avait dû faire, je sais pas moi, 5 inséminations faciles. Pour moi, il était évident que je commençais un processus qui allait être très long. C'est-à-dire que évidemment ça n'allait pas fonctionner, j'allais en faire plusieurs, et d'ailleurs peut-être ça fonctionnerait jamais d'ailleurs, mais ça allait être très très long. Et puis au bout de, je sais plus quand on fait les tests, au bout de 2 semaines je crois, je me sentais quand même très fatiguée, mais j'avais des copines qui m'avaient dit oui, tu sais, tu auras les effets comme d'une femme enceinte, mais c'est normal, c'est les hormones. Je me souviens, au bout d'1 semaine, je fais un test. Évidemment, j'étais pas enceinte. De toute façon, ça marchait pas à 1 semaine. Et je me suis dit bon comme ça c'est bon, c'est réglé, on passe à autre chose. Et puis la semaine suivante, je me suis dit il faut le faire quand même parce qu'il faut le faire. Donc je le fais et j'étais tellement fatiguée que je me suis dit je vais aller me recoucher et puis je regarde pas le test parce que ça va me contrarier et je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de me contrarier, je vais me recoucher. J'ai jeté le test par terre et je suis allée me recoucher. Et le matin, je me suis préparée. Je suis passée aux toilettes, j'ai ramassé le test en me disant quand même. Et là, je vois 2 barres. Je me dis ça c'est bizarre, donc je vais dans la cuisine, je regarde le mode d'emploi, ils disent 2 barres, vous êtes enceinte. Alors je dis non, mais c'est pas possible, ça doit être une erreur. Et non, c'est pas possible. Donc je regarde plein de fois, je me dis non, en fait c'est ça. Et donc là je suis tombée des nues parce que, alors pareil, c'était pas le plan. Ça devait pas être rapide, c'était le début du process, je devais pas tomber enceinte maintenant, je devais tomber enceinte, je sais pas moi, au bout de 5 fois, 5 essais, et au bout de 5 essais, j'en aurais eu tellement envie, j'aurais été tellement heureuse d'être tombée enceinte, parce que j'aurais fait tellement d'efforts, ça aurait été tellement long, mais pas au bout de 15 jours. La première personne que j'ai appelée, évidemment, c'est ma mère, qui était hyper heureuse pour moi. Donc ça aide beaucoup quand vous avez le soutien. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir le soutien de ma mère et ma mère qui est d'une ouverture d'esprit incroyable parce que elle, c'est pas du tout sa vie à elle, c'est pas comme ça qu'elle a eu ses enfants et pourtant elle a toujours été d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande bienveillance et elle était tellement heureuse pour moi à l'autre bout du téléphone que ça m'a aidé beaucoup parce que moi je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ensuite j'ai appelé mon meilleur ami et puis ensuite moi, j'étais contente quand même, je suis descendue, je me suis dit, oh là là, je suis enceinte, c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Je me suis dit, il faut alimenter ce bébé, donc je vais aller m'acheter un pain au chocolat, enfin voilà, on sait jamais. Et voilà, j'étais à l'université, j'étais un peu sur un petit nuage. Et puis voilà, donc les mois ont passé, au début, j'avais 2 petits embryons. Pour moi, j'avais des jumeaux, j'allais avoir des petits garçons jumeaux. Bon, au final, j'ai une petite fille, le plan encore n'a pas fonctionné. Donc j'allais voir des petits garçons et puis au bout de 7 semaines, la gynéco m'a dit non, il y en a un qui a pas survécu. Donc je l'ai très mal vécu, j'ai fini aux urgences parce que je me suis mise à saigner, je me suis dit ça y est, c'est fini. L'autre aussi, l'autre embryon, je vais le perdre. Et puis en fait non, l'autre embryon était très en forme, il est resté là, très très bien accroché, très en forme. Le temps a passé, mais j'avais beaucoup de mal à me projeter parce que finalement, je connaissais pas ce modèle. L'enfant unique avec une mère seule, alors là, c'était un modèle que je connaissais pas du tout. Je me projetais pas du tout. Enfin, je pense que je me protégeais, c'est-à-dire que j'imaginais rien. Rien du tout, et en plus, j'avais quand même toujours peur de perdre ce bébé, donc je ne voulais pas l'imaginer, je voulais pas me projeter avec lui parce que
J'avais tellement peur de le perdre que j'arrivais pas à me projeter, je me projetais pas. Et puis j'ai commencé, on m'avait dit, il faut que tu fasses une vie normale, les 3 premiers mois, voilà, vie normalement. Et donc moi j'étais inscrite sur un site de sortie qui s'appelait OVS, on va sortir à l'époque. Et je me disais, faut que je continue à vivre. On avait beaucoup ri avec mes voisins qui m'avaient dit, t'as passé toutes ces années à chercher quelqu'un, mais alors dis-toi que maintenant, tu rencontreras personne avant 5 ans. Ils le disaient pour rire, mais en fait c'était une manière de dire, bon, une femme seule avec un enfant, si avant t'en avais pas, alors là ça va être encore plus compliqué de trouver quelqu'un. On en riait beaucoup, mais on passait des super moments et je me voyais bien avec mes voisins et mon enfant, et puis on continuerait un peu à avoir la même vie. Mais sauf qu'il y aurait une petite fille en plus. Et donc j'ai continué à sortir mais gentiment, et j'étais tellement fatiguée que je faisais que des sorties très courtes et dans la journée, parce que moi à 18h j'allais me coucher. Et un jour je fais un cinéma, et là je vois un homme qui sur son visage respire la bonté, la gentillesse, voilà, qui est à peu près mon âge. Et je me dis, c'est dingue, toutes ces années, ne jamais croiser ce type de personne, ou les croiser et ne jamais y avoir accès, peut-être aussi. Et là, pour la première fois, j'ai changé mon comportement, parce qu'avant, dans tout ce qui était un peu drague, je me laissais un peu, j'attendais un peu qu'on vienne à moi. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est mort, je vais rencontrer personne avant 5 ans. C'est sûr qu'il va rien se passer avec lui, mais il y a aucun enjeu. C'était la première fois de ma vie, je me disais, j'attends quoi? De toute façon, ça y est, je suis enceinte. Donc qu'est-ce que j'attends? J'attends rien. J'ai pas peur, j'ai plus peur. S'il veut pas de moi, mais t'es égal, je suis enceinte. Je me dis, non, mais je cherche pas non plus un papa. J'assume que je suis seule et que je vais l'élever seule. Et donc j'ai changé mon mode de comportement, et c'est moi qui l'ai abordé, chose que j'avais jamais fait en fait. Et j'ai commencé à discuter avec lui, on s'est bien entendu, on s'est assis à côté au cinéma, on a tous été boire un verre ensuite, et on est restés tous les deux. Et donc j'ai dîné avec lui, on a passé une bonne soirée. Avec ma voiture, je l'ai déposé au métro, et avant de descendre de la voiture, il m'a embrassée. Donc là, je suis rentrée, j'ai appelé mes voisins, je leur ai dit venez, c'est une catastrophe. Mais donc là, je leur raconte. Alors évidemment, il faut que je sois enceinte de 3 mois pour rencontrer un type bien, quoi. Avec le recul, de toute façon, si j'avais pas été enceinte, je pense que je l'aurais pas rencontré. Et donc à ce moment-là, on élabore des stratégies en se disant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'appeler? Est-ce qu'il faut lui envoyer un texto? C'est un peu nul les textos. Est-ce qu'il faut ne rien lui dire et voir comment ça évolue? Qu'est-ce que je fais? Donc, 3 jours après, il m'envoie un message pour me dire j'aimerais bien qu'on se revoie. Et là, j'en parle beaucoup avec mes amis. Je dis mais alors je fais quoi? Alors, parce que je lui dis il y a quand même quelque chose, c'est que là je suis enceinte, il faut pas que je sois contrariée. On m'a dit qu'il fallait pas contrarier une femme enceinte. Donc si je l'appelle et que je lui dis que je suis enceinte et qu'il y a un blanc, il va me contrarier. S'il s'assoit en face de moi et que je lui dis que je suis enceinte et que ça lui convient pas, ça va me contrarier. Donc quelle est la solution la moins pire pour que je sois le moins contrarié possible? Je vais lui envoyer un texto, comme ça je verrai pas sa réaction. Donc je lui envoie un texto et je coupe mon portable en me disant bon, l'affaire est réglée, on n'en parle plus, on passe à autre chose, c'est terminé. Donc je lui ai envoyé un texto dans lequel je lui ai dit ce serait avec plaisir, je serais ravie de te revoir, mais sache que je suis enceinte, je suis seule, c'est un don anonyme. Je veux que tu le saches, je ne veux pas faire souffrir qui que ce soit, et je ne veux pas qu'on me fasse souffrir, et encore moins un enfant. Et puis quelques heures après, je rouvre mon portable et il me répondait. Et donc il m'a quand même proposé qu'on se voit, on a fait un restaurant, il m'a posé des questions, comment j'en étais venue à avoir un enfant seul, etc. Et moi je lui répondais en toute honnêteté, en toute franchise, et je pense que il me l'a dit après, c'est ça qui a fait qu'il a eu envie de continuer, c'est de voir que j'étais assez saine à ce niveau-là, que j'avais été franche et que j'étais assez transparente, et ça lui a donné confiance. Donc on s'est revus, on s'est mis ensemble. Je continuais à me penser comme mère célibataire avec un enfant. Voilà, on est ensemble ou on n'est pas ensemble, mais c'est comme ça que je me vis. Mais de temps en temps, quand même, je lui montrais les échographies. Voilà, je lui disais, je passe une échographie, vous voulez bien les regarder avec intérêt.
Et puis au moment de l'accouchement, il se trouve qu'il avait prévu depuis 1 an un voyage aux États-Unis avant qu'on se rencontre. Et pour moi, c'était parfait parce que j'avais promis à ma mère qu'elle serait là pour mon accouchement. Donc moi, c'était parfait qu'il parte aux États-Unis à ce moment-là. Et donc j'ai accouché avec et ma mère était là, donc ça c'est des souvenirs qui sont gravés pour toute la vie, quoi. Et j'ai eu un bébé sublime, une petite merveille. Mais encore une fois, ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais parce que ma mère est partie, ils m'ont monté dans la chambre avec le bébé et alors là, j'étais complètement, mais je pense comme toutes les femmes, hein, complètement décontenancée parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit être à côté de soi qu'on n'a jamais vu et qu'on comprend pas. Enfin, moi je sais pas ce qu'il veut, moi il me regarde, il sait pas parler, je sais pas. Et donc j'avais peur de pas savoir faire, j'avais peur d'être une mauvaise mère, j'avais peur de pas l'aimer comme il faut, j'avais beaucoup de peur. Et heureusement mes parents m'ont accompagnée pendant 3 semaines, je suis retournée chez eux, ou 2 semaines, le temps que mon compagnon revienne des États-Unis. Et donc je suis restée chez eux, heureusement que mes parents étaient là parce qu'ils m'ont beaucoup aidée, parce que je savais pas y faire et j'étais très étonnée de voir le naturel avec lequel il faisait les choses, comme il s'occupait bien de ma fille, je trouvais ça hyper touchant et moi je me sentais pas à la hauteur, j'avais l'impression que je savais pas y faire, alors qu'avec mes petits frères et sœurs, j'avais été très naturelle et je pense que je savais mieux faire avec mes petits frères et sœurs que j'avais l'impression de savoir faire avec ma petite fille. Tout ce qui m'avait semblé naturel avec mes frères et sœurs, là, je savais plus rien faire. Donc ça a été difficile. Donc mes parents, au bout de m'ont raccompagnée à la maison. Je me suis retrouvée seule avec ce petit bijou que j'avais l'impression de pas mériter parce que je me disais mais c'est un petit être, elle est tellement parfaite, tout est parfait, elle est tellement mignonne, elle est belle, c'est un bijou, je la mérite pas en fait, elle est trop. Je suis trop gâtée, c'est trop pour moi, ce bébé, il est trop beau, tout, je mérite pas, donc ça a été assez difficile, j'ai eu une période, je pense que j'ai fait une dépression. J'avais un problème de modèle, en fait, quel était mon modèle, j'en savais rien du tout, il était à construire, mais là, donc j'étais avec quelqu'un sans savoir ce qu'on allait construire. Alors est-ce que j'étais seule, est-ce que j'étais pas seule? Le bébé, la relation avec mon compagnon, c'était quoi? Tout ça, plus la fatigue de toutes les mamans qui dorment pas, et quand on dort pas, ça nous tape sur le moral. Quand mon compagnon est revenu des États-Unis, je lui ai dit, je te présente Héloïse. Donc il a été dans la chambre et il lui a dit quelques mots à l'oreille. J'ai su après ce qu'il lui avait dit. Il lui avait dit bonjour Héloïse, je suis Xavier, je suis ravi tu es ma petite fille, je suis ton papa et je suis ravi de faire ta connaissance. Et c'est vrai que là, il a été d'un grand soutien parce que je pense que moi j'étais un peu en dépression et que lui, je pense qu'il a vu que ça n'allait pas et il se levait pour faire les biberons la nuit une fois, puis tous les biberons de la nuit. Donc ça m'a aidé parce que sinon franchement là pour le coup je pense que c'est très difficile d'être une femme seule avec un bébé. Si on fait une dépression, ça doit être vraiment vraiment dur. Et puis voilà, le temps a passé. Lui, il se positionnait pas vraiment, on n'en parlait pas vraiment, sa relation au bébé. Mais c'est vrai que ce que j'ai constaté, c'est que à chaque fois qu'il sonnait, je me rappelle, j'ouvrais la porte, j'avais souvent le bébé dans les bras. Et les premiers mois, il me regardait moi. C'était la première chose qu'il regardait en rentrant dans l'appartement, c'était moi. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'avais constaté que quand il sonnait à la porte, maintenant, de plus en plus, son regard se portait tout de suite sur le bébé. Et puis je voyais que il aimait bien le faire rire, il le portait. Et j'ai vu une relation se construire entre eux deux. Donc il s'en occupait de plus en plus, mais sans qu'on formalise les choses. Parce que moi, il était hors de question que je lui mette la pression. Je me disais, c'est moi qui ai décidé, c'est à moi d'assumer. S'il le fait par plaisir, il le fait, mais je lui impose rien du tout. Et puis elle était à la crèche et
Et puis il y avait un jour où je pouvais pas aller la chercher. Et quand elle avait 1 an et demi, un truc comme ça, donc j'avais raconté mon histoire, évidemment, à la crèche, en disant voilà les circonstances, et ce sera mon compagnon qui viendra la chercher. Et puis Héloïse, ça faisait bien longtemps que son papa c'était Xavier. Un point, c'est tout. Et donc un jour je vais à la crèche et elles me disent voilà, est-ce qu'on peut vous parler, on a constaté que votre petite fille, quand les papas des autres enfants viennent, on dit aux enfants il y a ton papa qui est là. Et quand c'est Xavier, on dit il y a Xavier qui est là. Et votre petite fille, elle semble pas apprécier qu'on lui dise pas c'est ton papa qui vient. Elle a l'impression qu'elle nous regarde un peu de travers quand on dit Xavier est là. Elles m'ont dit est-ce que vous nous donnez l'autorisation de dire à votre petite fille que c'est papa qui vient chercher, et je leur ai dit oui, bien sûr, évidemment. Voilà, le temps a passé et autant au début, donc et un jour il a adopté Héloïse et autant au début je ne voulais pas qu'il l'adopte parce qu'il m'avait déjà proposé de l'adopter avant qu'elle ait 1 an. Et j'avais refusé parce que, encore une fois, j'avais tellement de mal à créer un modèle. Et encore une fois, ça venait éclater en éclats mon modèle, c'est-à-dire que j'avais passé des mois à essayer de comprendre quel était mon modèle. Et là, maintenant, il me dit qu'il l'adopte. Et je me disais, bon, du coup, ça ressemble à quoi tout ça? C'est quoi? Enfin, c'était difficile pour moi de conceptualiser. J'avais du mal, peut-être je réfléchis trop aussi, hein, c'est peut-être mon problème. Mais je me disais, bon, j'ai fait tous ces efforts pour me dire, voilà, je suis mère, célibataire, mais j'ai un compagnon, ils s'attachent entre eux, mais c'est pas son papa officiel. C'était très compliqué dans ma tête et surtout je m'étais dit, le problème c'est que moi j'y trouvais quand même des avantages à faire un bébé toute seule, c'est que je me disais, par rapport à des copines que je voyais, je me disais au moins moi, j'aurais pas à donner mon bébé 1 semaine sur 2 si je me sépare à mon compagnon. Moi je l'aurai tout le temps et si je veux partir vivre à Tahiti, elle viendra avec moi, personne ne pourra me dire non, il faut qu'elle reste là. Donc je me disais bon, j'essaie de me trouver des avantages. Hein. Et là quand il m'a dit j'aimerais l'adopter, je me suis dit tout ça pour ça, encore une fois, c'est-à-dire que si demain on se sépare, il va me demander ma petite fille 1 semaine sur 2. Et moi, j'ai fait tout ça pour me retrouver comme une femme qui serait obligée de donner son enfant 1 semaine sur 2. Et je lui ai dit, écoute, non, je le sens pas, c'est trop tôt. Donc je me suis dit, bon, il va peut-être me quitter. Et non, il a compris. Donc il a vraiment été très, très patient. Et quand il y a eu plusieurs mois après cet événement où les dames de la crèche m'ont dit est-ce qu'elle peut l'appeler papa, les choses avaient changé parce qu'elle avait grandi, elle avait clairement décidé que son papa c'était Xavier, et je me suis dit bon, là c'est plus pareil. Quand elle était bébé, c'était mon bébé, mais là, si demain on devait se séparer avec Xavier, c'est son papa. Donc, même si c'est pas son papa officiellement, elle aurait quand même 1 semaine sur 2 avec lui. Parce que c'est son papa. Et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est elle. Et donc là, il l'a adopté, et là, ça a été super, parce que j'étais vraiment hyper heureuse pour elle, j'étais très heureuse pour lui. Là, c'était désiré, là, on était vraiment tous les 3 très touchés, très, très émus, on était très contents. Et voilà, du coup, on a vécu ensemble avec Xavier. On vit toujours ensemble, évidemment. Mais et là, je me suis dit, bon, alors, le nouveau modèle, c'est quoi? Le nouveau modèle, c'est Xavier, le papa, la maman, voilà, l'appartement, quoi. Socialement, comment je présente les choses. Alors, il y avait un truc, par contre, dont j'étais très consciente dès le début. Je me disais, alors, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est d'être hyper transparent. Donc il faut dire ce qu'on a fait, assumer ce qu'on a fait, et dire la vérité. Et dès que Héloïse était bébé, surtout quand elle était bébé, je lui racontais son histoire. Je lui disais voilà, maman je vais te raconter l'histoire d'Héloïse quand elle était petite, parce que je racontais l'histoire tous les soirs. Et Xavier aussi racontait l'histoire, soit moi, soit lui, mais elle était bébé, hein. Et donc on lui racontait son histoire. Je lui disais maman, elle était toute seule, alors elle a demandé une graine dans un hôpital. Elle a une graine, elle a eu 2 bébés. Il y avait 2 petits cœurs qui battaient. Et il y en a un, malheureusement, qui est parti, parce qu'il fallait que ce soit
Quand je dis qu'il faut que ce soit transparent, pour moi, c'est vraiment transparent, même si c'est pas agréable à entendre, mais il faut l'entendre, parce que après, ça va. Et donc, je lui disais, et donc, maman a rencontré papa après, et papa, il était très content d'avoir un bébé. Et voilà, il est parti aux États-Unis. Enfin bref, je lui racontais tout ça quand elle était bébé. Et pourquoi ? Parce que même si peut-être on peut se dire qu'ils comprennent pas ou ils entendent pas, mais bon, moi je pense qu'ils comprennent et ils entendent. Je voyais ces grands yeux là qui me fixaient, qui m'impressionnaient un peu. Je me disais, elle comprend bien ce que je suis en train de lui raconter. Et surtout, je me disais, non, moi je me vois pas, quand elle aura 4 ou 5 ans, l'asseoir sur un canapé, lui raconter l'histoire de sa vie. Il faut l'histoire, ça soit tout de suite, maintenant, qu'il n'y ait pas de tabou. Et donc, et je me disais, il faut que ce soit un principe. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Et si ça plaît, c'est chouette, mais c'est comme ça, de toute façon. J'ai eu qu'une seule fois une remarque un peu déplaisante, c'est quand j'étais à la mairie pour l'inscrire à la crèche, où la dame m'a demandé le nom du papa. Et j'ai dit, le nom du papa, il n'y a pas de papa. Et donc elle m'a regardée, elle m'a dit, elle a enlevé ses lunettes, elle m'a dit, mais madame, un bébé, ça se fait avec un papa et une maman. Et là, de nouveau, ça m'a pas plu. J'ai pas du tout aimé parce que je me suis dit, là, elle est tombée sur un os parce que moi, à ce niveau-là, j'étais pas faible. Et j'ai pensé à une femme qui viendrait, qui serait malheureuse parce qu'elle a été, parce qu'elle s'est séparée de son compagnon ou parce qu'elle est tombée enceinte sans vraiment, l'avoir prévu et qui serait dans un état de vulnérabilité et qu'on rabaisserait ou à qui on ferait de la peine. Et j'ai voulu un peu venger cette situation et là je lui ai dit écoutez, vous regardez bien dans votre ordinateur parce que vous devez avoir une case et en plus vous allez m'appeler votre chef et comme ça on va discuter parce que visiblement vous comprenez pas. Donc quand elle a compris que moi j'étais pas du tout la femme vulnérable qui allait se laisser méprisée, elle a changé de ton et elle a plus rien dit, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a senti que ça m'avait pas du tout plu, mais franchement c'est la seule fois où j'ai eu une remarque déplaisante. Et donc voilà, Xavier est devenu le papa d'Héloïse, mais Héloïse ne portait pas encore son nom. Et puis à un moment donné, j'avais 41 ou 42. On s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas un deuxième petit bébé parfait, là, comme le premier, qui a une beauté, qui a une intelligence incroyable, qui est l'être la perfection. Et si on en avait 2, ça serait incroyable. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on utilise le patrimoine génétique de Xavier? Est-ce qu'on réutilise le même patrimoine génétique qu'Héloïse? Et là, ça nous a beaucoup questionné. Et puis, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpellait beaucoup, c'est que je me disais, les enfants, ils sont comme ils sont, mais je supporterais pas que le petit frère ou la petite sœur dise à Héloïse, moi, c'est mon papa et toi, c'est pas ton papa. Et ça, c'était un truc qui m'était vraiment insupportable. Il y avait ça, plus le fait que Xavier sa sœur avait eu des petits soucis d'ordre génétique par rapport à des enfants, qu'on s'est dit, j'ai appelé la clinique, j'ai dit, est-ce qu'il vous reste des gamètes les mêmes gamètes qu'Héloïse? Et ils m'ont dit, oui, bien sûr, il nous reste des gamètes. Bon, ok, très bien. Vous me faites une ristourne, je vais faire un deuxième. Oui, on vous fait une ristourne pour le deuxième, 5%. Oui, parce que ça, c'est un business, faut pas non plus s'attendre à ce qu'on soit d'une grande psychologie en Espagne, c'est un business, donc il faut se préparer. Voilà, j'y suis retournée, je me suis dit, il y a aucune chance pour que ça marche, je suis plus âgée, ça marche jamais du premier coup. Là, je vais le faire une fois, mais je vais peut-être pas recommencer plusieurs fois parce que c'est quand même des hormones qu'on se prend et c'est pas très bon pour la santé. Mais encore une fois, on aura essayé. Je veux pas rester avec le regret. On aura essayé. Donc on a essayé, et là c'était plus pareil du tout, parce que en sortant là je connaissais le chemin, hop, je me rappelle, je crois que rendez-vous était à 40, j'ai dû arriver à 13h20, et à 13h40 j'étais dehors, sur le trottoir.
Parce que c'est très rapide, hein. Je connaissais l'escalier, hop, la carte bleue, on me donne la pipette, on rentre dans la salle avec, on a l'impression que c'est des élèves infirmiers déguisés en médecins, parce qu'ils sont tous très jeunes, enfin. Et on s'assoit sur le fauteuil, ils nous mettent le petit tube, ça fait pas mal évidemment, c'est rien. J'attends mon petit quart d'heure, hop, je connais la sortie, je m'en vais, puis là c'était plutôt très sympa. Je rappelle mon ami qui habite à Barcelone, on retourne manger ensemble, il me raccompagne à l'aéroport, mais l'approche était complètement différente. Là, Xavier, il m'avait demandé est-ce que je viens avec toi. Je lui avais dit écoute, ça va pas marcher, donc ne viens pas. C'est pas la peine de reste avec Héloïse. Enfin, elle était restée chez mes parents en l'occurrence, mais non, de toute façon ça marchera pas. Donc reste là. Sauf que évidemment, j'ai pas fait le test en me disant de toute façon ça n'a pas fonctionné, c'est sûr. Mais je devais passer un examen médical et il fallait pas être enceinte. Et donc j'avais dépassé le délai, je pouvais regarder au bout de 15 jours, mais au bout de 3 semaines, j'avais toujours rien fait. Et là, j'ai dit bon, je vais quand même le faire parce qu'on sait jamais. Et là, j'étais enceinte de nouveau. Et là, on était hyper contents. On était hyper contents. C'était beaucoup plus simple pour moi. À penser, c'était beaucoup plus facile. Donc j'étais sûre que j'allais avoir une deuxième petite fille, donc j'ai eu un petit garçon évidemment. Donc il y avait une petite fenêtre de tir parce qu'Héloïse avait pas le nom de son papa. Or, comme on en avait un deuxième et que on fait des enfants comme on veut, enfin j'ai été voir le médecin, qui est le papa. Le papa c'est Xavier. En venant en France, j'étais enceinte en fait. Donc après, on fait un suivi normal. Donc qui est le papa, c'est Xavier. Donc il a été déclaré à la mairie. Et donc à ce moment-là, je sais plus par quel soubresaut juridique, on peut à ce moment-là donner le même nom au premier enfant. Parce que la Héloïse jusqu'à là, elle était reconnue par Xavier, mais elle portait que mon nom. Et le fait d'avoir un deuxième, pendant 1 mois, on avait le droit d'appeler le premier du même nom. Enfin, donc il en a profité pour changer les noms. Mon petit garçon est né, Baptiste. Alors je m'attendais à faire une énorme dépression, comme d'habitude. Pas du tout, parce que je pense que c'était complètement différent. J'avais prévenu en disant j'ai fait une dépression, donc il est hors de question que je refasse une deuxième dépression, parce qu'il est hors de question que je passe à côté des premiers mois de mon enfant à cause de ça. Et c'est vrai que tout ça m'a questionné beaucoup sur c'est quoi être père. Xavier, il est le père. Qu'est-ce qui fait que il est devenu le père? Et ça, c'était une question assez intéressante pour moi, à laquelle j'aurais pas su répondre si je l'avais pas vu. C'est des relations finalement qui se construisent, le fait d'être papa et d'être maman aussi. Parce que moi, tout ce qui avait été très naturel avec mes frères et sœurs, l'était pas du tout avec mes enfants. Et ça a été un choc aussi, parce que je pensais qu'en m'ayant occupé de mes petits frères et sœurs bébés, j'aurais aucune difficulté à m'occuper de n'importe quel bébé. C'était hyper naturel, et pas du tout. Et ça m'a surpris beaucoup. Mais lui, tout en douceur, sans se poser autant de questions que moi, quoi. Lui, ça a été hyper naturel. C'est-à-dire, je pense qu'au début, il se posait pas comme le père. C'est juste qu'il a laissé la relation se construire sans stress, sans réfléchir, et puis c'est venu tout seul. Mais il m'avait dit un truc après coup, mon cousin m'avait dit de toute façon, tu pourras pas être une moitié de papa. Soit tu seras le papa, soit tu le seras pas. Mais tu pourras pas faire les choses à moitié. Soit on l'est, soit on l'est pas. Et je trouve que c'était assez juste. Et lui, je pense que sans me le dire, il a pris le parti de l'être. À aucun moment, il a essayé de prendre de distance. Il l'a jamais dit non plus, je suis le papa. Il a laissé faire la relation. J'ai des amis qui sont en couple, qui sont des femmes, des amis qui sont en couple, qui sont des hommes. J'ai des amis qui ont des enfants seuls, des amis qui en ont pas. Et de temps en temps, quand ma petite fille me demande et qu'elle me dit tiens, est-ce que ton amie Sophie, Céline, c'est son amoureuse? Je lui dis oui, c'est son amoureuse. Et mon ami Cédric, il a un amoureux. Et parfois ils ont des enfants, parfois ils en ont pas, parfois ils sont tout seuls, parfois ils sont seuls avec un enfant, parfois. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on leur présente. Et parfois il y a un papa et une maman, mais c'est pas obligé. Il y a plein de formes de famille, de faire famille. Mais il s'est pas imposé et c'est devenu une évidence en fait. Et je me dis ça quand même, c'est une grande force. Il fait beaucoup de méditation lui, il fait beaucoup. Je pense que ça aussi ça
Sur ce qui est de la maternité, puis sur cette façon de faire famille, je dirais qu'il n'y a pas une bonne façon d'avoir une bonne méthode pour avoir un enfant. Le plus important, c'est d'aimer son enfant et de le protéger. Mais après, comment on l'a fait, après tout, c'est tellement pas important. Et je le vois parce que il y a des femmes de mon âge, parfois que je rencontre, parce que des copains m'envoient des copines qui veulent avoir un enfant. Et je vois qu'elles ont toutes ces questions sur oui, mais génétiquement, ça sera pas mes ovocytes et ça les trouble. Et ce que je comprends, parce que ça me troublait aussi quand on m'a dit il va falloir faire un don d'ovocytes et un don de sperme au début. Maintenant, avec le recul, je me dis mais alors là, c'est tellement pas important, ça c'est tellement anecdotique. Et je le vois même avec mes amis qui ont eu des enfants seuls avec des dons d'ovocytes. Elles sont les mères de leurs enfants, il n'y a même pas de débat, quoi. C'est ça mon mantra, c'est pas important la manière dont on le fait. Ce qui est important, c'est l'amour après. Vous venez d'écouter Descendance, un podcast créé par Alice Fidel et Clara Elters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud. Le montage et le mixage par Joanne Bourdin et Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode.